Bonjour, bienvenue sur We Do Biz, la radio des TPE PME. Vous êtes dans We Move J, la 156e émission qui met à l'honneur les jeunes entrepreneurs. Et donc je suis toujours là, Bénédicte Sanson, cofondatrice et déléguée générale du Move J. Et j'accueille aujourd'hui un grand entrepreneur, Éric Lemoine. Éric Lemoine, directeur général et associé de Meanings. Bonjour Éric. Bonjour. Et nous accueillons ensemble Arnaud Katz, cofondateur de Bird Office. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors Éric, je te laisse te présenter en quelques mots un serial entrepreneur, un long parcours de plein d'entreprises. Oui, pas mal d'années de création d'entreprise depuis 95 maintenant, donc une petite vingtaine d'années à la fois dans les nouvelles technologies et le luxe, et toujours avec cette dimension quelque part communication, puisque c'est ma formation première, le marketing, la communication, la publicité. Et actuellement, je suis un des associés d'une agence corporate qui s'appelle Meanings, de 80 personnes, qui est à Stalingrad, dans Paris, et nous gérons la communication interne et externe, soit d'entreprises du CAC 40, comme Vinci, Air Liquide, Air France, la SNCF, ou de grandes institutions de l'État français, comme des ministère du Santé, ministère du Travail, et aussi les régions, avec la région Île-de-France. Et la région Île-de-France, oui, créer ta boîte. Oui, avec notamment notre bébé. Ça fait 4 ans qu'on s'occupe pour la région du site Créer sa boîte, qui est le portail des entrepreneurs en région Île-de-France, avec 40-45 000 visiteurs uniques par mois, et qui est un objet qui commence à être un peu le centre de la création d'entreprises en Île-de-France et qui nous passionne, puisque au sein de notre entreprise, 2 personnes gèrent à plein temps ce portail. D'accord, donc l'entrepreneuriat, ça te connaît, et donc ça tombe bien, et donc si tu veux bien, nous allons interviewer ensemble Arnaud. Arnaud, donc cofondateur de Bird Office, tu peux nous expliquer ce qu'est Bird Office ? Bien sûr. Alors en fait, Bird Office, on a créé ça avec Mickaël et Kevin en décembre 2013. Le 24 décembre même, un beau cadeau de Noël. Exactement. Et donc en fait, on est tout simplement un site pour réserver des lieux pour travailler qui vont d'une salle d'entretien de 2 personnes jusqu'à une salle de conférence pour 300 personnes. Donc tout simplement, vous réservez une salle pour travailler comme si vous réserviez un hôtel ou un billet de train. Et alors vous êtes un peu le Airbnb des salles de formation, c'est ça ? Ça se fait entre pas particuliers, puisque ce ne sont pas des particuliers, mais entre entreprises qui ont des espaces disponibles. C'est comme ça que ça marche ? On a une dimension clairement collaborative, puisque une partie de nos salles sont localisées dans les entreprises. En fait, on permet à des entreprises qui ont des espaces disponibles de gagner de l'argent avec. Vous avez une salle de réunion, un espace que vous n'utilisez pas tout le temps, vous la mettez sur le site, et nous, on va créer tout le cadre, tout l'environnement pour que ça fonctionne bien. Donc on va s'occuper de la partie assurance, de la partie contrat, de la partie facturation, tout ce qui pourrait embêter une entreprise pour qu'elle puisse en fait monétiser sa salle, nous on va le faire pour lui simplifier le processus. Donc très concrètement, comment ça se passe ? On va dire qu'au Move J, on a 600 mètres carrés de salles disponibles. Je me dis, tiens, je vais les rentabiliser parce que finalement, un petit peu plus d'argent dans mon porte-monnaie, c'est bien. Comment ça se passe ? Je vais me connecter sur le site de Bird Office. Voilà, vous allez sur le site, il y a un petit bouton qui s'appelle « Partager ma salle ». Vous cliquez dessus, vous suivez les instructions. Nous, on va vérifier que tout est complet pour pouvoir la proposer à des clients. C'est-à-dire que vous allez venir chez moi voir comment c'est ou... Pas forcément, mais on va vérifier avec notre interlocuteur sur place si les équipements qu'il a indiqués sont les bons, si la capacité est la bonne, en fonction des dispositions. Tous les éléments pour vérifier que la salle elle soit accessible simplement. Et derrière, on va la mettre en ligne. Les clients pourront la réserver directement sur la plateforme. Ok, et comment vous vous assurez que les salles de formation, effectivement, sont conformes à ce qui est annoncé, qu'il n'y a pas de déception ? Est-ce que derrière, il y a un système d'évaluation ? Exactement. En fait, aujourd'hui, donc la boîte, elle n'a qu'1 an, donc on n'a pas encore mis en ligne tous les avis. Mais depuis le lancement de la plateforme, on collecte les avis qui vont être directement visibles par les nouveaux utilisateurs sur le site. Mais aujourd'hui, comme on a en général une dizaine de photos par salle, les avis, les clients ça correspond à ce qu'ils voulaient. Et comment t'es venu, ou vous êtes venu cette idée aux 3 associés ? Donc, à l'origine, c'était vraiment une mission étudiante qui avait pour objectif d'optimiser les espaces des entreprises. Donc, c'était une mission HEC
où l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces mètres carrés disponibles. Et donc en travaillant sur ce projet, doucement, on en est venu à Bird Office. Vous n'aviez pas au départ l'idée, l'envie de créer une entreprise, ou vous étiez quand même dans ce cursus HEC pour créer? Enfin, que ce soit Mickaël, Kevin et moi, on est tous les trois vraiment avec une envie de liberté. On avait, je pense, vocation tous les trois à monter nos boîtes. Et là, il s'avère qu'on s'est particulièrement bien trouvé. Le projet étant... Mickaël était lui aussi très sensible à l'immobilier. Kevin, sur la partie technique, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Donc on était quand même très serein sur la partie développement web. Donc on a pu se lancer vraiment avec toutes les cartes en main pour se dire qu'on n'aurait pas de regrets si ça ne fonctionnait pas, quoi. Donc vous avez trouvé l'idée ensemble? C'est un brainstorming pendant les cours? Je pense que comment ça se passe? l'idée de base, c'était vraiment une mission de cours. J'étais d'abord dessus, Mickaël m'a rejoint, Kevin nous a rejoint quelques mois derrière, mais je pense pas que l'idée, au départ, elle a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est vraiment comment on l'a fait évoluer. Au départ, on était juste sur comment optimiser, comment utiliser les espaces vides. Ça n'a rien à voir avec ce qu'est Bird Office aujourd'hui. On s'est lancé au départ uniquement sur un modèle à l'Airbnb, dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, vous allez pouvoir trouver, certes, 70% de salles qui sont dans les entreprises, mais vous aurez aussi des salles d'hôtels et de centres d'affaires. Parce qu'un même client, on s'est rendu compte qu'en fonction de l'événement qu'il avait besoin de typologies de lieux différents. En fonction de ce qu'il a à faire, peut-être qu'il aura besoin de quelque chose de très corporate, et donc là, un hôtel sera indispensable. À partir du moment où les clients ont l'habitude de passer par nous, pourquoi se priver de certains clients? Du coup, on a fait rentrer quelque chose qui n'avait rien à voir avec le projet d'origine dans notre offre. Et ça marche très bien. Et justement, sur la fidélité, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, tu peux nous dire, pour un client moyen, combien il va passer de commandes sur une année? En fait, aujourd'hui, on n'a pas vraiment suffisamment de recul pour s'en rendre compte. On sait que le taux de retour, il est très important. Une fois qu'ils sont passés par nous, ils vont revenir avec nous. Mais là, par exemple, notre première cliente, dans les 5 premières clientes, elle est revenue 1 an après. Parce que pour son comité de direction, elle l'a fait une fois par nous et la deuxième fois par nous. Du coup, là, comme on n'a qu'un an d'existence, il y a des événements avec une périodicité qui peut être plus ou moins longue. Du coup, c'est pas évident de pouvoir complètement on n'a peut-être pas assez d'antériorité pour y répondre complètement. Mais on se rend compte qu'on a à peu près un client sur 2 qui est déjà revenu. D'accord. Et pour le sourcing, puisque ce marché-là, en tout cas ces genres de plateformes fonctionnent à partir du sourcing, c'est le sourcing qui est le plus important. La satisfaction des propriétaires de salles est bonne et ils reviennent et remettent en permanence des biens, on rajoute. Combien tu as de biens aujourd'hui? Aujourd'hui, on doit avoir à peu près 700 salles sur le site. On a peut-être eu 10 salles qui sont parties de la plateforme, donc quasiment rien, c'est vraiment à la marge. Notre sourcing, il se fait à partir de commerciaux qui sont directement chez nous et qui vont appeler des partenaires potentiels en leur disant voilà, vous allez pouvoir travailler avec Bird Office, on s'occupe de tout, vous avez rien à faire, vous allez gagner de l'argent à la fin de chaque mois. Donc, et ils ont un fee d'inscription ou Ah oui, bien sûr. Qui est de quel montant? C'est gratuit. Oui, pour ça. On va il n'y a pas de fil d'inscription. Non, c'est uniquement. Voilà, c'est uniquement. Puisqu'il y a une première question là-dessus. Le service. Explique-nous comment tu gagnes de l'argent avec ça. Donc le service est gratuit à l'inscription, mais nous on va se rémunérer à la commission. Donc l'inscription pour mettre sa salle ou pour louer, c'est gratuit. Oui, on est sur un modèle vraiment gagnant-gagnant où si un partenaire ne gagne pas d'argent, nous non plus. Donc, et donc tu vas te rémunérer, tu dis, en commission sur les locations. Voilà, donc la transaction passe par toi. Voilà. Exactement. Le paiement se fait sur la plateforme. Nous, on sécurise le paiement parce que dans l'événementiel professionnel, il y a souvent des questions d'impayés. Donc nous, on garantit à nos partenaires d'être payés. C'est vraiment important pour eux. Et ils doivent payer avant de Tous les clients consommer. Payent avant. Exactement. Et nous, l'idée, c'est qu'on se rémunère uniquement à la commission sur les prestations qui sont réalisées. Et les paiements, tu prends quoi comme mode de paiement? Aujourd'hui Payline, et on sera sur Stripe dans quelques jours. D'accord. Et par rapport à des entreprises un peu moyennes, c'est pas un problème justement le paiement, parce que souvent, enfin en tout cas sur des grosses entreprises, c'est très compliqué de faire des paiements qui sont par carte bleue, Alors, etc. On a 2 cas de figure. Soit c'est pour une très grosse commande, typiquement 60 jours, des tickets qui vont dépasser 5 000 €. Donc là, en général, ils nous appelleront en direct et on acceptera un paiement par virement pour sécuriser. Mais quand c'est des petites transactions de 30 à 500, 600, 700 €, en général, ils font un paiement par carte bleue. Au pire, ils font une note de frais. D'accord. Mais on a eu des sociétés comme la Banque Postale, comme Natixis, comme GDF,
qui ont accepté de payer par carte bleue. Du coup, c'est quand même... ça nous a rassurés quant au fait que maintenant... ça commence à changer, voilà, petit à petit. Exactement. Et même les services achats ont aujourd'hui une carte bleue au sein de l'entreprise, quoi. D'accord. Alors, une question qui vient derrière, moi, qui m'étonne, comme tu dis, tu ouvres à des professionnels, en fait, de la location. Comment prennent-ils, en fait, cette nouvelle concurrence, puisqu'on le voit dans tout un tas de secteurs, tout le mode collaboratif qui secoue un peu le landerneau. Comment prennent ces acteurs professionnels et pourquoi ils acceptent, au lieu de boycotter ta plateforme, pourquoi ils acceptent de venir? Ouais, ils ont rien à perdre de travailler. Ils ont rien à perdre à travailler avec nous. Et ceux qui travaillent avec nous, c'est ceux qui acceptent de jouer le jeu. Aujourd'hui, le marché de la location de salles, il était très opaque. Il est très opaque. Donc l'idée, c'est que nous, on va le rendre un peu plus transparent en permettant aux gens de savoir ce qu'ils vont payer avant même d'avoir effectué l'événement. Donc ils choisissent ce qu'ils souhaitent, ils le payent et il n'y a pas de coût caché. C'était un petit peu la difficulté du marché. Lorsqu'il y a des professionnels qui acceptent de jouer ce jeu-là, eh bien, il n'y a aucun problème pour qu'on travaille avec eux. Et du côté des sites qui faisaient déjà cette mise en relation, mais uniquement avec des professionnels, ça se passe comment? Vous les rencontrez? Nous, on a un modèle qui commence à être un peu hybride. Après, notre vocation première, c'est d'être quand même sur un modèle un peu à la Airbnb. Notre différence, il est clairement quant à la simplification de la réservation. Il n'y a aucun site qui permet de réserver une prestation en ligne aujourd'hui comme nous, on permet de le faire. Avec le choix de la salle, le choix des paniers repas ou des petits déjeuners, un taxi, une tasse d'accueil. Vous pouvez tout réserver en ligne en quelques clics. Si vous allez sur typiquement 1001 salles, autant vous dire qu'il va vous falloir quelques semaines pour organiser votre événement. Et donc là, on a eu vraiment, pas plus tard qu'hier, il y a une cliente qui m'a dit « mais c'est pas possible que ce soit aussi simple, quoi ». Et elle pensait même qu'il y avait une embrouille. Et le tarif, pareil, elle me disait « mais j'ai jamais payé aussi peu cher ». Et je lui ai dit « oui, vous allez pouvoir avoir votre conférence pour 30 personnes à 500 ou 600 euros ». Elle en revenait pas. Donc elle paye aussi peu cher parce qu'elle va pas chez un professionnel, en fait. Alors, pas dans soit... un hôtel, le marché, il est pas simplement soit Régus, soit l'agence digitale. Vous avez clairement des PME qui ont des espaces libres. Vous avez des grands acteurs. Entre les deux, vous avez plein de professionnels indépendants. Nous, pour eux, on est un apporteur d'affaires pour eux. Donc, on n'est pas ni plus ni moins ça. Et vous avez donc le modèle Airbnb où c'est une nouvelle source de revenus. Mais nous, l'idée, c'est de travailler avec toutes les personnes qui acceptent de jouer le jeu, de la transparence, de la flexibilité et de la cohérence quant au prix. Alors, Pardon, vas-y Eric, à toi. Je te laisse parler. Eric Lemoine, Meanings. Tu parlais d'apport d'affaires, qui est un des plus vieux métiers du monde, parmi d'autres. Mais aujourd'hui, c'est quelle commission que vous prenez sur... On prend 20%. D'accord, 20 points. Ok. On prend 20 points avec pas simplement le fait d'apporter des affaires, là c'est un peu l'abus de langage, mais on fait typiquement toute la partie paiement, la partie facturation, la partie assurance. Ça retire un véritable poids pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait. Et est-ce qu'un propriétaire de salle peut acheter de la visibilité pour remonter sur le site, être plus visible, remonter dans les listes, être en haut des listes, ou est-ce que c'est ce modèle-là qui arrive un peu? Aujourd'hui, on ne le fait pas du tout. D'accord. C'est quelque chose qu'on voit couramment dans les sites d'annonces et dans les sites comme ça où il y a une question d'offre importante. Nous, aujourd'hui, on essaie de créer, de structurer notre offre. On n'est pas une boîte qui a des années de vie, on a seulement 1 an. Donc là, pour le moment, on essaie de faire tourner le modèle, de le développer et de le sécuriser dans différentes villes. Et après, peut-être qu'on en viendra à des business models à rajouter comme ça. C'est un vrai point de vue. C'est-à-dire que soit j'ai une plateforme et quelque part je suis neutre, chaque bien est à la même hauteur et je décide... et c'est le visiteur qui décide de son choix et de ses décisions, qui est un modèle neutre. Soit il y a une intermédiation qui est un peu plus positive et qui monte ou pas certaines offres. Ouais. Après il y a toujours... C'est philosophique. Bien sûr, c'est toujours orienté parce que mine de rien, il faudra toujours en choisir un qu'on mettra en haut et même si on le fait par question purement géographique, il y en aura un qui sera avantagé. Si par exemple on clique Paris et que s'il n'y a pas d'organisation particulière, ce sera celui qui sera le plus au centre de Paris qui sera avantagé. Donc il y a forcément cette question-là qui se pose. Après nous aujourd'hui, notre business model il n'est pas de se rémunérer en les faisant payer en plus parce qu'on est là on veut vraiment faire du gagnant-gagnant pour le moment. Et puis on n'estime pas encore avoir la légitimité pour le faire.
Maintenant, on se rend compte aujourd'hui que les salles qu'on met en avant dans notre newsletter, effectivement, elles partent plus que les autres. Donc du coup, c'est un enjeu. Maintenant, aujourd'hui, on en est conscient et on ne l'a pas encore mis en application. Et donc ces 20%, au bout d'un an d'activité, vous amènent à quel chiffre d'affaires ? On ne communique pas trop sur le chiffre d'affaires, sachant que... Alors, en nombre de transactions ? Voilà, alors... Non, mais, combien de clients? Combien de visites sur le site? Ce qui est chouette quand on est en start-up, c'est que ça évolue très très vite. Pour vous donner un exemple, en septembre dernier, on était à 2 réservations par semaine. Aujourd'hui, on doit en être à une dizaine par jour. Donc, Parfait. Donc ça monte. Ça monte clairement. Justement, moi j'ai une question à ce propos. Tu nous as parlé de 700 salles, tu nous dis 10 réservations par jour. C'est quoi? C'est sur la France, sur l'Île-de-France, sur le 8e arrondissement? C'est quoi ta zone d'intervention et c'est quoi tes perspectives? Donc, ce qui fonctionne pour Bird Office, c'est les grandes villes où il y a de l'activité pro. Donc Paris fonctionne bien, on commence à travailler à Lyon, on commence à travailler à Lille, à Bordeaux, toutes les villes où il y a de l'activité professionnelle. Et là, on est en train de collecter de l'offre sur Bruxelles, Genève, Luxembourg, pour pouvoir lancer très prochainement ces villes. Il te faut quand même une masse critique d'offres pour pouvoir Il nous faut une quarantaine de salles. Vraiment. Une quarantaine de salles. Pour avoir une offre qui corresponde un peu à toutes les typologies de demandes, pour pas qu'on crée une déception lorsqu'un client arrive sur le site. Donc aujourd'hui, tu communiques déjà sur le fait que tu es présent dans toutes ces villes ou pour l'instant, tu ne fais que rentrer des offres en attendant d'annoncer des lancements? Aujourd'hui, on rentre de l'offre. De toute façon, quelqu'un qui veut poser une salle n'importe où, il peut la créer directement en ligne. On refuse rien. Après, peut-être qu'on la mettra pas tout de suite en ligne. Le temps d'avoir, par exemple, typiquement 20 salles à Aix-en-Provence, je sais pas. Donc là, doucement, dès qu'on voit qu'on a une masse de salles suffisamment importante, on les met en ligne. Et donc, la communication sur l'international, je pense qu'on va le faire dans quelques mois. D'accord. Alors moi, j'ai une petite question qui va peut-être intéresser Eric. C'est, tu as 2 cibles de communication. Tu as donc un gros enjeu. Il faut que tu fasses rentrer des salles et que tu aies des clients pour acheter ces salles. Comment tu mènes cette communication? Est-ce que tu es resté sur de l'affichage de 4x3? Ça, c'est après la grande levée de fonds. Les startups, elles ont dépensé beaucoup d'argent sur ça il y a quelques années. Ça, c'était avant. Comment tu t'y prends, justement? J'imagine que les réseaux sociaux... et le digital, c'est quand même un grand sujet chez Bird Office. Réseaux sociaux, on en fait au final... bien sûr, on est dessus, mais ce n'est pas le cœur de notre activité. Nous, on était au départ pour recruter notre offre vraiment sur du phoning. Donc, des gens qui appelaient pour proposer notre Pas si offre. Digital que ça, finalement. On fait de la location de salles, donc on le digitalise, mais notre métier, c'est un métier à l'ancienne, quoi. Il y a un besoin ponctuel qui peut être récurrent. Donc, c'est quelque chose de simple. Il faut proposer... une offre conséquente, et pour ça, il fallait avoir les gens en direct au téléphone. Au départ, on se déplaçait dans toutes les salles pour les vérifier, pour apprendre le métier, pour se rendre compte de vraiment ce qui était critique pour les salles, pour les clients, pour les utilisateurs. Et aujourd'hui, comme on commence à avoir une belle notoriété, on a même du mal à gérer l'entrée de salles qui se fait naturellement sur le site. Donc on a quelqu'un en interne qui valide, check les salles, rappelle toutes les personnes qui se sont inscrites. Et pour que ce soit bien fait, mine de rien, il y a même un peu d'attente pour être mis en ligne. Oui. Tellement on a un... Rewriting des offres, conseils sur les photos. Exactement. Moi, j'ai accompagné il y a quelques temps un site web de location immobilière qui s'appelle Poply Days, plutôt sur le côté vacances. Et c'est vrai que la qualité et l'efficacité d'une offre, elle dépend vraiment de sa mise en scène. Et les photos qui vont bien, qui sont pas sur X ou sous X, moi j'ai vu des photos mises en ligne par des propriétaires dans une cuisine avec la poubelle présente. Enfin, il y a des choses qui, en termes visuels, en plein milieu, c'est assez effarant de voir. C'est un gros boulot. Et c'est un sujet sur lequel en ce moment je suis assez sensible parce que je suis pas du tout content des photos qu'il y a sur le site. Voilà. Et du coup, c'est un enjeu en ce moment et j'essaie de faire comprendre à mon équipe que là, il va falloir qu'on fasse quelque chose très prochainement sur ce sujet. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Alors, moi, j'entends, je vais essayer de faire comprendre à mon équipe. Ton équipe, c'est quoi? C'est vous 3? Vous avez déjà des salariés? Comment ça fonctionne? Alors, donc, quand je parle de mon équipe, c'est le temps qu'il va falloir prendre parce que il faut prioriser toutes les actions qui sont un peu lourdes. Le quotidien, l'opérationnel, on l'organise. Maintenant, que ce soit en développement web ou typiquement lancer une stratégie pour que toutes les photos elles soient prises dans toutes les salles, ça représente un coût, ça représente une organisation particulière. Typiquement, se débrouiller pour que chaque photo elle puisse être remise sur chaque annonce.
Donc, il y a quand même... Alors j'entends bien combien de bras et de jambes qui courent pour Bird Office, c'est ça ma question. Aujourd'hui, on est une équipe de 10. De 10 personnes, Ouais. Alors 10 personnes, comment on fait pour payer 10 personnes quand on démarre? Combien de stagiaires? Allez, non, au final, on n'a que 2 stagiaires, mais on a eu la chance déjà de lever un petit peu des sous. Vous avez levé des fonds auprès d'eux? Alors, auprès de 2 fonds, celui de Marc de Mythique et celui de 50 Partners Capital, qui nous ont accompagnés dès le départ. Donc, on a pu se structurer tout de suite. Et là, on commence à rechercher des fonds de manière un peu plus conséquente. Un peu plus conséquente, c'est-à-dire que la levée de fonds en perspective, vous la chiffrez à quel montant? On voudrait lever un peu plus de 500K. De 500K. Donc, vous travaillez là-dessus? On travaille là-dessus. En plus des photos. Non, on s'est pas encore mis... On a l'avantage d'avoir un modèle qui s'autofinance un petit peu. On n'est pas on n'a pas trop de dépenses d'investissement au quotidien. Donc, c'est quelque chose qui est assez... facilitateur en termes de trésorerie, c'est assez cool. Mais... La trésor, en fait, c'est payé avant d'être dépensé. Donc, voilà, là, et parfois typiquement, là aujourd'hui, comme forcément on a de la croissance, même beaucoup de croissance, on a déjà le carnet de commandes pour décembre prochain, donc pour dans presque 1 an, dans 9 mois, qui est déjà bien rempli. Donc du coup, donc on a de la trésorerie. Maintenant, maintenant une boîte... elle a besoin, pour se développer, de plus que de la trésorerie. Donc là, il va nous falloir un petit peu de cash et c'est pour ça qu'on va lever des sous. Donc la start-up qui monte et qu'il faut suivre. On va faire un petit point, un petit focus sur Eric, donc Eric Lemoine, Meanings. Quelle est l'actualité en ce moment de Meanings ? L'actualité de Meanings, elle est double puisqu'on vient de fêter nos 10 ans et qu'à cette occasion, on a été élu par la profession agence corporate de l'année. Donc c'était une belle année. Une belle 10 ans, agence corporate de l'année. Et puis la deuxième actu, c'est qu'on vient de racheter une agence corporate qui s'appelle 3 Temps et qui était spécialisée dans toutes les problématiques de RSE et d'innovation, des choses qui chez nous n'étaient pas très développées. Donc une belle ouverture sur un nouveau marché. Et voilà, donc on a 25 personnes qui nous ont rejoints lundi dernier dans nos locaux pour augmenter la visibilité de notre agence et proposer à nos clients d'autres expertises. Voilà, finalement pouvoir fidéliser vous aussi vos clients sur d'autres sujets. Oui, sur d'autres sujets où dans la communication corporate, les problématiques de RSE sont de plus en plus importantes. CF, le classement des entreprises du CAC 40 qui a été publié il y a quelques semaines sur le RSE. Et puis l'innovation, ça c'est un des sujets pour lesquels... moi, je suis assez friand puisque ça fait 20 ans que je suis dans ce métier-là, d'innovation, au sens large du terme, et de pouvoir proposer des vraies méthodologies et une vraie approche sur comment on injecte de l'innovation dans les entreprises, c'est assez passionnant. Ok, merci Eric. Alors, on va revenir à Arnaud. Tu nous parles à l'instant de RSE. Arnaud, tes associés, toi... vous aviez envie de changer le monde? Vous aviez envie d'apporter quoi en devenant entrepreneur? Là-bas, je vais commencer par mes associés. Je pense que Kevin, donc notre développeur, il a toujours eu... D'ailleurs, je crois que c'est assez rare pour un directeur technique d'avoir une vision aussi entrepreneuriale. Donc, je pense que lui, il l'a toujours été très naturellement. Il était content de rejoindre comme ça un projet aussi ambitieux. Et comme ça a super bien fité avec nous, donc je pense qu'il était très vite dans le bateau. Mickaël, il avait un profil ingénieur grande école puisqu'il était centralien, il a fait également Polytechnique Madrid, donc il aurait clairement pu aller trouver un boulot dans une très belle boîte, avoir un confort, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il a fait le choix en plus il était spécialisé en immobilier, donc il a fait le choix de prendre un petit peu, de prendre des risques. Et moi à l'origine j'étais notaire en droit immobilier. Je voulais changer un petit peu d'environnement et donc j'ai tenté l'école de commerce tout simplement pour pouvoir monter une boîte parce que je voulais la liberté et que avec l'immobilier ça me plaisait également. Donc on s'est réunis autour de ce projet qui nous a semblé assez correspondre à nos attentes, quoi. Et alors quand on a fait des études super brillantes, que les parents ont investi, vous voient déjà presque président de la République,
Qu'est-ce que ça leur fait de se dire oh là 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 là, catastrophe, il quitte son Pourquoi son catastrophe confort. Au contraire, Parce qu'en France, fierté. on entend toujours Mais ça. ouais, mais faut arrêter de Donc, penser. voilà, est-ce qu'ils Entreprendre, c'est un vrai métier. C'est la loose. Non, c'est pas la loose. C'est une vraie aventure. Entreprendre, c'est des aventures humaines. Et en fait, peu importe la destination, on s'en fout. C'est le voyage, important. Exactement. C'est d'être ensemble, Justement, et d'être fort, et c'est ça qui est important. est-ce que tes On le- parents, ton environnement proche étaient ouverts à ce voyage? On le vit tous les trois exactement comme ça. On le vit vraiment comme une aventure géniale. Les gens avec qui on travaille le matin, c'est ceux qu'on a choisis. Donc c'est quand même un luxe qui est énorme. Nos parents, donc les parents de Mickaël, ils sont entrepreneurs également. Les Tout miens, va bien. ils sont aussi entrepreneurs. Donc je pense qu'on a l'habitude de voir nos parents se lever tôt, travailler et aimer ce qu'ils font. Du coup, je pense que ça a choqué personne, quoi. Donc c'est finalement plus une fierté de voir qu'ils vous ont peut-être quelque part un peu inspiré, en tout cas donné envie de relever vos manches et d'y aller vous aussi. Évidemment, ils sont comme tous les parents inquiets, mais quand on commence à avoir doucement les fruits et ils se rendent compte que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, même si ça fonctionne pas comme on le voudrait, on a déjà fait tellement de choses en un an. On voit... Ce que vous avez fait en un an, c'est ce qu'on fait en 10 ou 15 ans dans une entreprise normale. Donc, de toute façon, on ne pourra pas vous l'enlever, quoi qu'il en soit. Donc, Voilà. Et ce qui rend hyper optimiste, c'est de voir où on était il y a un an, où on en est aujourd'hui. Du coup, si on suit un trend pareil, ça peut être qu'une belle aventure, quoi. Mais là, on soulève un vrai souci qui est en train de prendre forme dans les grandes entreprises. Nous, on le voit au quotidien. C'est comment, moi, entreprise de taille critique, multinationale ou autre, je réussis à continuer à attirer les talents. Le nombre d'ingénieurs centraliens qui montent des startups, je ne peux pas vous en donner le nombre exact, mais autour de nous, on en voit beaucoup. De plus en plus. De plus en plus, ou même de gens qui n'ont pas forcément des diplômes incroyables, mais qui ne veulent pas se retrouver dans le modèle de l'entreprise. Et franchement, les DRH et les patrons de ces grandes entreprises doivent se faire du souci pour retrouver aujourd'hui des collaborateurs de qualité. Il y a un vrai souci là-dessus. Ouais. Et certaines Mais on va pas se entreprises tentent d'aller contre ça, mais tu as utilisé, je pense, le mot liberté au moins 12 fois depuis qu'on a commencé l'entretien, et de pouvoir agir avec un minimum de liberté. Aujourd'hui, il est clairement affiché que ces entreprises-là sont castratrices de liberté. Et on va voir si ça continue, parce qu'en ce moment, il y a une véritable dynamique start-up en France. C'est très à la mode. Maintenant, on va voir si... Ouais, mais la dynamique, elle est saine, contrairement à celle qu'on a vécue il y a 15 ans. Elle est clairement très saine. Elle est super saine. Elle est saine parce que c'est des gens qui viennent du métier et qui savent faire les choses. Autant la bulle Internet des années 2000, et moi je l'ai vécu en plein dedans, puisque à l'époque j'étais patron d'une agence qui s'appelle Palo Alto, qui était une des plus grosses web agencies françaises. On était en plein milieu du sentier, dans Silicon Sentier. On a vu des choses incroyables sur des gens qui ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient et qui ont levé en quelques semaines avec 30 slides 20, 30, 40 millions de francs. Alors ça fait un peu vieux con de parler en francs, mais à l'époque, c'était cette monnaie-là. Et ça fait moins que tes 500 000 euros. Et ça... De toute façon. Et on était sur des gens qui se sont explosés en vol parce qu'en fait, ils ne connaissaient rien au métier. Alors justement, tu me permets une excellente transition et ça va être notre conclusion. Quand on se lance et qu'on a envie d'aller très loin, est-ce qu'on y va tout seul ou est-ce qu'on va chercher un peu de soutien autour de soi? Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots pour conclure cette émission? Nous, on n'a pas l'impression qu'on connaissait notre métier avant de se lancer, du tout. Donc on l'a vraiment appris sur le tas. Après, c'est clair qu'on avait, au sein de toute l'équipe, réuni les compétences pour être capable de tout apprendre. Donc l'idée, c'est quand même de ne pas se retrouver avec une lacune qui serait... Et tu penses que tu sais tout ? On est loin de tout savoir, mais au moins, à nous trois, on arrive à trouver à peu près une solution à tous les problèmes. Et comme on est rarement d'accord, quand on arrive à se mettre d'accord, c'est qu'on arrive à couvrir à peu près toutes les sphères. Alors dis-nous pourquoi tu es venu chercher un mentor, puisqu'il faut être très clair. Non, mais un mentor, et d'ailleurs j'espère que je l'aurai bientôt. Ah pardon Bénédicte. Un mentor, il va nous permettre de prendre un petit peu de recul et pour pouvoir nous challenger un petit peu, parce qu'on est au quotidien... la tête dans le guidon,
Kevin, on lui met des deadlines en termes de sortie des nouvelles versions. Donc lui, il a la tête dans son code. Michael, c'est plus sur d'autres parties qui sont typiquement les process. Moi, mon rôle, il est que ce soit commercial ou communication, c'est plus d'aller promouvoir la boîte et faire en sorte qu'on parle de nous et diffuser notre offre. Donc chacun étant dans sa petite sphère, on a besoin d'avoir quelqu'un pour nous dire peut-être que là, il faut vous planter, peut-être que là, vous avez la mauvaise direction. Et avoir quelqu'un qu'on voit régulièrement et qui nous dit là, c'est bien, là, c'est moins bien. Ça peut être pas mal, quoi. Là, c'est bien, là, c'est moins bien. Je suis pas sûre que le mentor, il soit là pour ça. Il sera plus là pour te dire, t'es sûr de ce que tu veux faire. Après, on fait ce qu'on veut. Sois convaincu. Après, on fait ce qu'on veut. Et mais au moins, il nous dira ce qu'il en pense. Tu fais absolument ce que tu veux. Alors, ton mentor, je te promets, tu l'auras bientôt. Il est en train de réfléchir, d'ailleurs, à savoir s'il veut venir t'accompagner ou pas. Merci Arnaud. Merci une fois. Merci beaucoup, Eric. Merci, Eric, Arnaud. on te retrouve Merci, dans 15 jours pour une nouvelle émission. Et à très bientôt. Vous étiez sur WeMoveJ, sur We2Biz, la radio des TPE, PME. Bonne semaine à tous.